Bonsoir à tous, Cybercafé 2.0 avec une grosse actualité jeu vidéo cette semaine puisque ça y est, le jeu le plus attendu de l'année sort demain. Pas aujourd'hui, mais demain. Le nouveau Zelda. Le nouveau Zelda, voilà. Alors non seulement nous aurons une critique du jeu, mais vous avez été voir Miyamoto. On a rencontré le maître en personne à Paris, voilà. Qui va nous parler de l'événement. Donc c'est le maître, c'est un peu comme si moi je rencontrais David Bowie, quoi. Hein, on peut le dire. Dans le genre. C'est la dans le musique. Un peu comme si je rencontrais Steve Jobs, quoi. Oui, c'est qui encore? C'est pas grave. Et puis une autre actualité le jeu vidéo, c'est alors un jeu OVNI qui se joue avec le plus gros contrôleur de l'histoire du jeu. Voilà, c'est un jeu Steel Battalion sur Xbox. Oui. À la fin de l'émission. Oui. D'autre part, nous parlerons cyberculture avec d'une part un phénomène assez curieux, les communautés web deviennent un outil de promotion pour les marques, puisqu'il y a deux marques, une banque et puis une marque de boissons acidulées, qui toutes les deux ont ouvert une communauté. Et on fera donc le point là-dessus, c'est un reportage de Dominique Gagny. Nous parlerons également de gadgetomanie, puisque Brice est retombé dedans. Ouais, une nouvelle crise de gadgetomanie. J'ai rencontré un type qui s'appelle Akiba, un Belge, et qui fait de l'information en direct du Japon, où on a, j'irais presque en prise directe, les derniers gadgets qui arrivent sur le marché. On verra un peu ce qui est excitant. Et puis nous parlerons également de musique et de droits d'auteur avec le site web belgiummp3.be qui fait donc la promotion des artistes belges et qui a quelques problèmes avec la SABAM. On verra ça tout à l'heure. Pour commencer l'émission, cette semaine aussi, c'est jeudi, s'ouvre le festival de référence pour la modernité, c'est le Kunsten Festival des Arts. Qui a toujours ce célèbre petit trou. Donc festival des arts visuels, théâtre, cinéma, performance, etc. Et donc je me suis demandé s'il y avait une trace de ce qu'on vit au jour le jour, donc cet univers de technologie, d'information en réseau, etc. Est-ce que ça se reflète dans les créations artistiques? Eh bien j'ai trouvé deux spectacles. D'une part le spectacle de Edith Kaldor qui s'appelle All Press Escape, qui se jouera du 5 au 9. Alors le principe c'est simple, elle est toute seule sur la scène, dos au public, et elle a un ordinateur. Donc elle est un peu comme nous, sauf que le public est là derrière. Et puis il y a un écran en fond de scène, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui débarque dans un pays qu'elle ne connaît pas, et son seul lien avec l'univers extérieur, et aussi avec toute sa mémoire et ses souvenirs, c'est son ordinateur. Donc elle est sur le web, elle est dans son disque dur, etc. etc. Et donc les gens suivent ces pérégrinations sur grand écran. Voilà. Donc ça c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est Michel Noiret, la danseuse belge, qui continue avec Todor Todorov à faire des recherches sur la danse, le son, les implications. Donc elle avait fait un spectacle où elle dansait sur une sorte de support avec des capteurs, où chaque mouvement provoquait du son. Et donc il y avait une sorte de partition musicale en direct. Voilà. Pour le reste, disons que c'est relativement traditionnel. Voilà. Donc peut-être un petit retour en arrière, je sais pas. Peut-être qu'ils en ont marre de parler des technologies des artistes. Non, mais c'est plus trop à la mode, mais ça reviendra. Ouais. Donc c'est jusqu'au 24 mai. Alors, on va accueillir tout de suite nos amis pour mp3.be, Belgium MP3, c'est Johan Scamp, bonjour. Enchanté. Et puis Louis Vukelen pour la SABAM. Et puis Jacques Follon, évidemment, notre juriste de service, puisque si on parle musique et droits d'auteur, il faut peut-être se souvenir de certains principes, parce que les droits d'auteur, c'est une large chose, un large domaine. Et donc ici, il y a un conflit, mais peut-être un petit rappel des faits. En fait, le principe est simple. Les auteurs, qui sont donc les créateurs originaux, ont, à partir du moment où ils ont créé une chanson, puisqu'on parle de musique, un droit exclusif à l'utilisation de cette œuvre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont créé quelque chose, ils doivent donner leur autorisation préalablement pour que quelqu'un d'autre s'en serve. D'accord. Ce qui se passe généralement, c'est que ces auteurs ont un contrat avec une société d'auteurs, quand c'est en Belgique, la SABAM en l'occurrence, à laquelle ils cèdent tous leurs droits.
en disant vous allez gérer mes droits. Ce qui est assez logique d'une certaine façon, puisque l'auteur ne va pas aller contacter la RTB et toutes les autres chaînes pour systématiquement demander les 2,50 € ou les 2,50 € correspondant à 16 heures. Le problème qui se pose et qui rend les choses un peu compliquées, c'est que les auteurs eux-mêmes, qui ont donc cédé tous leurs droits à la SABAM, sont évidemment aussi d'accord que certains fassent la promotion de leurs œuvres. Donc ils disent, par exemple à Belgium 2003, allez-y, et évidemment pour l'auteur c'est intéressant, plus il y a de gens qui diffusent sa musique, plus il est content. Et donc il se trouve un peu coincé dans une situation dans laquelle l'auteur, d'un côté, a dit à la SABAM, vous vous occupez de tout, et en même temps il dit à Belgium 2003 par exemple, faites la promotion de mon disque. Et puis évidemment, le problème, ce qui va se passer, mais ça ils vont vous l'expliquer, c'est les relations qui existent à ce moment-là entre un site et la SABAM. D'accord, ok. En quelque sorte, les artistes veulent le beurre et l'argent du beurre. Et la SABAM veut la culotte de la crémière. Voilà. Je résume pour ceux qui n'ont pas suivi. Réveillez-vous, on reprend. Alors, peut-être le principe, Johan, comment fonctionne donc Belgium MP3, qui fonctionne bien, manifestement. Il y a 3 années, j'ai débuté avec le site. Le principe est assez simple. Tout le monde peut se registrer comme artiste ou comme groupe et peut mettre à disposition du grand public 3 chansons en format MP3. 3 seulement? Oui, c'est le maximum. Ça veut dire que les internautes peuvent télécharger les morceaux Ça aussi. Donc le téléchargement ou l'auditionnement d'une œuvre est gratuit pour le grand public. Et le site devient un peu, pour le moment, la victime de son propre succès. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de visiteurs. J'ai quelques chiffres. Au plus il y a de visiteurs, au plus tu dois payer à la SABAM. C'est ça? C'est pour chaque téléchargement ou chaque écoute, tu payes. Combien vous payez la SABAM par morceau? 10 € par download. 10 € comme download. Et vous n'envisagez pas de faire éventuellement payer les gens qui download? Écoute, ça simplifierait tout? Ça simplifie évidemment beaucoup, mais seulement moi, ce n'était pas mon but principal. Donc je dois changer un peu le business model, si tu veux, du site. Oui, mais là, le business model, il n'y en a pas, parce que le business model, c'était on se nourrit par la pub. La pub ne paye pas, alors... Donc, alors, il y a 2 solutions, diminuer les coûts, monsieur Sabam, je ne veux plus payer, ou augmenter les revenus, chers internautes, payez. Exactement. Oui, mais bon, il faut voir. Bon, pour Madonna, moi, je vais bien payer pour charger un MP3, parce que j'ai entendu la chanson, je sais à quoi je peux m'attendre, mais pour des groupes belges qui ne sont pas nécessairement pas connus, est-ce que vous allez payer 40 ou 50 francs avec votre SMS? Ah non, on parle de 10 cents. Alors, où est le conflit en fait? La SABAM réclame de l'argent et Johan ne veut pas payer, c'est ça? Je veux bien insister sur le fait qu'il n'y a pas de conflit entre Johan et la SABAM. Il est un de nos clients, un client très coopératif, mais ce qui sort un peu de l'ordinaire, c'est le fait qu'il n'y a pas une logique économique dans son business model, parce qu'il n'y a pas de rentrée. Maintenant, il faut se demander la question, est-ce que l'auteur, donc membre de la SABAM, doit subventionner des sites de promotion en laissant tomber ou en exonérant les droits d'auteur? La question en théorie, la question est claire, non. La SABAM a un devoir légal de percevoir les droits d'auteur pour chaque utilisation du répertoire de ses membres. Maintenant, dans nos tarifs, on fait déjà depuis 4 ans, depuis le début, on fait la distinction entre usage commercial, usage non-profit, et même dans usage non-profit, on fait encore la distinction entre usage promotionnel et usage non promotionnel. Le problème, il est lié à 2 choses. D'abord, le fait qu'il y ait, je dirais, dans les tarifs de la SABAM, aussi un minimum, c'est-à-dire qu'en fait il y a un montant de 9 € par download, mais il y a aussi un minimum forfaitaire. Donc de toute façon, même si ces revenus publicitaires soient nuls et qu'ils ne downloadent pas, il n'y a pas de download, ils devraient quand même payer. Donc la question qu'on peut se poser, et certaines sociétés d'auteurs le font, c'est qu'il n'y a pas de minimum, c'est uniquement lié au nombre de downloads. D'autres sociétés d'auteurs font uniquement une référence aux recettes. Donc quand il n'y a pas de recettes, on ne paye pas. Considérant que c'est de la promotion un pourcentage de recettes. Un pourcentage de recettes. Et donc, c'est le cas dans certains cas. Et donc, dans ce cadre-là, et notamment, il y a eu des discussions aux États-Unis et en Espagne par rapport à ça, on a considéré que s'il n'y avait pas de recettes, c'était assez logique qu'il n'y ait pas de prélèvement de hauteur, sinon, évidemment, tout tombait en faillite.
Alors, il y a les deux solutions pratiques qu'on peut envisager, c'est les suivantes. La première, c'est que les auteurs, dans les contrats qu'ils ont avec la société d'auteurs, avec la SABAM, peuvent dire l'utilisation des droits sur Internet, je ne la donne pas à la SABAM. Et donc, l'auteur peut à ce moment-là dire à la SABAM, vous occupez de tout, mais pas de l'Internet. Et donc, le MP3 ne devrait plus payer à la SABAM pour ces auteurs-là. Ça, c'est une solution. Ouais. La deuxième solution qui existe et qui est déjà assez relativement répandue, Internet étant, c'est pas vous dois le dire, quand même un espace mondial, mais la concurrence existe entre les sociétés d'auteurs. Donc on peut très bien aller voir la société espagnole ou la société suisse ou la société hollandaise pour demander combien elle demanderait pour le même service, et on constate que les tarifs ne sont pas nécessairement les mêmes et que donc il peut y avoir un intérêt à mettre les sociétés en concurrence. Johan pourrait aller voir une autre société de gestion de droits d'auteur. Il pourrait très bien aller voir une société qui lui ferait payer seulement un pourcentage. Le problème, c'est que toutes ces sociétés maintenant se représentent les unes les autres, et donc a priori, elles ont toute habilité. Une sorte d'oligarchie en quelque sorte. En quelque sorte. Elles sont toutes habilitées à représenter les unes les autres. Alors, c'est clair qu'il y a des tensions entre les sociétés d'auteurs pour le moment, c'est pas un scoop, justement, sur la gestion de l'Internet, puisqu'il y a une concurrence. Mais donc certains s'en servent. Et donc, je crois que les deux solutions existent, et donc il y a des solutions pratiques. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, en tout cas, et on a par rapport à pas mal de cas existants, c'est que c'est un cas dans lequel un site a voulu être légal. Ça, je crois qu'il faut lui rendre hommage. Ouais. C'est un site qui a dit on veut payer les droits d'auteur. Il a mis sur son site en disant on fait des downloads, on veut payer, combien c'est, ils veulent payer. Donc je crois qu'il y a. Et donc, l'effort à faire, peut-être, ou les négociations qu'il pourrait y avoir du côté de la SABAM, c'est voir dans quelle mesure il n'y a pas moyen éventuellement de jouer sur ces tarifs pour laisser, parce que ce serait quand même assez dommage que la SABAM, quelque part, mette en faillite un site qui ne demande qu'une chose, c'est d'être légal. Oui, ne tombe pas en faillite. Non, mais donc ce serait... Et de voir dans quelle mesure on ne peut pas laisser tomber ce minimum et d'avoir simplement quelque chose. Et alors l'autre chose, comme Brice le disait, c'est peut-être changer le business model et demander aux internautes de payer. Ou tout simplement demander aux auteurs qui publient leur MP3 de payer. Non, de payer, puisqu'en fait ça leur revient par la SABAM, donc ça leur coûte rien. Ça serait une solution en effet, oui. Mais bon, ça change pas mal de choses, mais ce serait peut-être à envisager. Pour terminer, est-ce que à la SABAM, on a effectivement une réflexion là-dessus en se disant la musique sur le MP3, c'est pas la même chose? Une réflexion très profonde, et ce qu'on veut éviter de toute façon, c'est que des sites comme celui de Johan doivent terminer leurs activités pour des raisons qu'il y a une logique économique différente que des sites commerciaux. Et on est en train de bien réfléchir là-dessus. D'accord. Johan, est-ce que les gens qui nous écoutent, les musiciens parmi nos téléspectateurs, peuvent encore te soumettre des morceaux, ou bien tu dis stop pour l'instant Ben, vous savez, j'ai hésité avant de participer à cette émission. Mais bon, évidemment, tout le monde est le bienvenu. Et peut-être bientôt, il va y avoir une solution négociée. Bon. Okay. Je ne suis pas pessimiste. Ce que vous pouvez faire, un conseil, c'est mettre un système qui permet aux gens de faire une donation par PayPal. Peut-être que s'il y a beaucoup d'internautes qui téléchargent, il y a des centaines de morceaux chouettes, ils ont peut-être envie de donner 1 euro ou 2 euros. Et si tu as 100 personnes qui donnent 1 ou 2 euros, ça permet déjà de financer une partie des choses. Et ça prend 5 minutes sur PayPal de mettre en place un mécanique de donation. Right. Alors maintenant, merci, on va passer à Zelda, donc le jeu le plus attendu de l'année, on peut le dire. Oui, rappelons que Zelda est quand même une saga mythique qui a engendré des générations de fans, que les jeux sous l'appellation de Zelda sont vendus à 36 millions d'exemplaires, donc c'est pas rien, et on a rencontré le grand maître en personne. Monsieur Miyamoto. Rencontrer Monsieur Miyamoto, c'est comme rencontrer Jésus ou Dieu, mais en mieux. Il est mon héros et je l'aime plus que tout au monde. Lorsque j'ai créé Donkey Kong, j'étais obligé de créer des personnages qui devaient tenir dans 16 pixels sur 16 pixels. Il fallait que le personnage soit clair et lisible, et que l'on puisse distinguer ses mouvements. C'est en faisant plusieurs essais que je suis tombé sur ce personnage qui semblait italien et qui allait devenir Mario.
Et comme l'environnement du jeu ressemblait à une usine, j'avais pensé à un personnage de charpentier. Et puis j'ai dessiné plein de tuyaux. Et je me suis dit, c'est pas un charpentier, on va plutôt en faire un plombier. J'avais demandé une console Nintendo pour mon anniversaire et Zelda est le premier jeu que j'ai reçu. Et j'y ai joué continuellement pendant des années. C'est un des rares jeux auxquels je rejouerai encore et encore. Je suis vraiment très impatient de recevoir Wind Waker. C'est un changement de style vraiment important comparé aux anciens Zelda. Dans Zelda, le personnage va devoir faire un certain nombre d'actions, comme sauter ou ramper. Et nous avons réfléchi au design qui s'adaptait au mieux à ce type d'action. Et nous en sommes arrivés à ce design si particulier. Si on regarde le jeu sans jouer, on a vraiment l'impression de regarder un dessin animé. Mais dès qu'on se met à jouer, on oublie complètement cet aspect. Et c'est le côté naturel du déplacement du personnage qui prend le dessus. Les grands yeux de Link apportent des informations aux joueurs, en indiquant un certain nombre de points importants à retrouver, ou des indications pour résoudre des énigmes. Cet homme est un génie, un vrai génie. Je suis son travail depuis 1996, quand j'ai reçu ma première NES. Et je pense que c'est incroyable tous ces jeux qu'il a créés. Il est un des héros du monde des jeux vidéo. On pourrait le comparer à Steven Spielberg pour l'industrie du film. On a créé des jeux qui sont devenus des best-sellers, mais je ne peux pas dire que j'ai la science infuse pour dire ce qu'est un bon jeu. Mais peut-être que ce serait un jeu qui pourrait être joué par tout le monde, et pas seulement par les spécialistes. Un jeu qui apporterait des sensations nouvelles. Et peut-être un jeu qui pourrait aussi être regardé, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait assis à côté du joueur prendrait lui aussi du plaisir simplement en regardant le jeu. Ce qui est si spécial dans Zelda, c'est l'univers qui est si surprenant et dans lequel vous pouvez vous plonger complètement. Et puis au fur et à mesure du jeu, vous apprenez à mieux connaître Link, le personnage principal. Quand on regarde le nouveau Zelda sans y jouer, on a effectivement l'impression qu'il est différent des épisodes précédents. Mais dès qu'on y joue, on retrouve toutes les sens et les caractéristiques qui fait la série Zelda. Lorsqu'on fait du divertissement, l'idée est de toucher le public le plus large possible. Et même si le style dessin animé peut sembler s'adresser aux enfants, en fait il touche également un public d'adultes. De même que le personnage Mario ou Zelda s'adresse à toutes les cultures, les paysages que l'on voit dans le jeu sont tout à fait internationaux. Ils ne nécessitent donc pas de localisation. Nintendo s'intéresse aux jeux en ligne, mais ce n'est qu'un aspect du monde du jeu vidéo. Et je ne pense pas que l'on puisse faire beaucoup de business en ne faisant que du jeu en ligne. Pour un développeur, faire du jeu en ligne, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de donner quelques éléments et ce sont les joueurs qui vont faire le jeu. Il ne faut pas d'éléments d'intelligence artificielle, de scénario. Ça va aller dans une armoire scellée, c'est sûr. Aujourd'hui, tout le monde fait des jeux réalistes. Nous avons voulu développer quelque chose de neuf, qui soit particulier, typique à Zelda. Que ce soit dans les romans, au théâtre, faire pleurer les gens, c'est facile. C'est faire rire qui est plus difficile. Je pense que c'est un très grand défi d'intéresser les gens sans violence. Et j'ai l'impression qu'on y a réussi. Bonjour to Nozami Belge. Voilà donc Miyamoto. Alors est-ce qu'il a raison de dire qu'ils ont réussi ? Je pense que oui, là on peut le dire. C'est pas je suis pas le seul à penser ça, mais là je crois que c'est vraiment quelque chose d'important parce que par rapport à toute cette industrie dont on parle beaucoup des jeux vidéo, par rapport au fait qu'on parle constamment d'innovation, là je pense qu'on peut vraiment parler réellement de quelque chose de nouveau. Surtout que quelqu'un comme Miyamoto, c'est quelqu'un qui a vraiment une volonté de constamment se remettre en cause, et la nouvelle tournure de cet épisode le prouve, puisqu'il y a la plupart des développeurs pour l'instant s'attachent à un rendu réaliste et donc à une illusion du réel, et lui, alors que au Space World en 2000, il avait d'abord fait une version du Zelda avec un Link beaucoup plus adulte
beaucoup plus mature. Link, c'est le personnage. C'est le personnage principal. Il est présenté un Link beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, dans un environnement 3D, ce qui en fait était plus ou moins ce que les fans attendaient. Donc il a pris carrément le risque d'aller jusqu'à mettre ses propres fans à dos, parce que dans un premier temps il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ça, et pour y avoir joué cet été, directement la manette en main, on se rend compte que cet univers est vraiment à part, est vraiment quelque chose de différent, et même si on peut sembler réticent de prime abord par rapport au fait de jouer avec un dessin animé, c'est quelque chose dans lequel on rentre immédiatement. Donc moi je pense que c'est vraiment ça peut paraître un peu infantile. Oui, on va me renvoyer dans une sorte de dessin animé de mon enfance et j'ai 30 ans. Justement, la force de cet univers graphique, c'est qu'il reste purement métaphorique et vraiment tu restes dans un univers ludique et de jeu, le dessin animé. Alors que si tu essayes d'en faire un univers réaliste, tu perds cette connexion avec cet univers d'enfance parce que ça devient trop c'était le but. C'est pour ça que Miyamoto est vraiment c'est ça qui est génial, c'est d'avoir pris le pied total. Un créateur de génie, parce que forcément, à tendre vers le réel, on en subit souvent les lourdes comparaisons. Donc ici, on est vraiment purement dans du rêve, et c'est quelque chose d'assez immédiat. Je veux dire, il y a pas mal de choses qui sont mises en avant dans ce nouveau Zelda, donc ça a nécessité 2 années de travail, alors qu'on a l'impression que c'est un titre comme celui-là mettrait des dizaines d'années, on va dire, quand on voit parfois le temps qu'il faut pour faire un jeu. Et par rapport même si l'évolution est radicale d'un point de vue graphique, on retrouve tous les éléments qui ont fait le succès de la série. C'est une saga en fait. C'est une véritable saga. Le premier était sorti en 86 sur NES. D'accord. Tout le monde s'en rappellera, on va dire. Mais tous les éléments du gameplay, on les retrouve. Donc c'est vraiment du Nintendo comme on l'aime. Par rapport au scénario, là il y a pas mal aussi de petites nouveautés, de clins d'œil qui feront plaisir aux fans. On retrouve un Link ici étonnamment plus jeune. Il y a plein de références qui sont faites. On sait pourquoi il est affublé de ce costume vert, on découvre qu'il a une sœur, ça je ne dévoile pas. Ah d'accord, ok. Le plaisir. C'est quelque chose à voir avec Robin des Bois. Non. C'est plutôt une quête initiatique, on va dire. Il a une sœur, on rencontre sa grand-mère au début du jeu, donc il y a vraiment tout un univers collectif qui est propre à Nintendo. Je veux dire, Nintendo pense à ses fans et c'est vraiment une vision très personnelle. Je sais pourquoi il est habillé en vert, parce que bleu c'était déjà pris par les Schtroumpfs. Voilà, par exemple. oui. Et rouge par le petit chaperon rouge. Donc en fait, Link est témoin au début de l'aventure du kidnapping de sa sœur Ariel par un gigantesque oiseau. Et donc s'ensuit évidemment une aventure fantastique où on retrouve aussi tout le gameplay de Ocarina of Time, donc le jeu qui était sorti en 98 sur Super Nintendo. Donc directement aussi c'est vraiment quelque chose que Miyamoto, c'est son maître mot, le gameplay. Donc lui vraiment ce qu'il veut retrouver, c'est une sensation de jeu immédiate, quelque chose d'instinctif. Par exemple, un détail que je trouve assez amusant, c'est qu'il n'y a pas de touche de saut automatique. Le saut se fait à partir du moment automatiquement où l'action le réclame. Parce que il disait simplement, tout seul. Oui, voilà, il disait ce serait un petit pois sauteur. Ce ne serait pas, parce que justement, ce ne serait pas amusant qu'il disait de voir un héros sauter tout le temps bêtement, comme Laurent Jadot me le rappelle parfois. Puis tu passes ton temps à sauter tout le temps. Eh bien, ici, donc là, il y a vraiment un côté. Est-ce que ce qu'il dit dans l'interview, le but est que quelqu'un qui soit à côté du joueur puisse quand même prendre du plaisir à voir ce qui se passe, comme dans un dessin animé? Bien sûr, c'est vrai ça? Moi, je pense que oui, puisque c'est vraiment pas quelque chose qui laisse indifférent. Enfin, en tout cas, on a rêvé quand on était gosse de prendre les commandes ou de son dessin animé favori, et ne fût-ce que d'être spectateur en sachant que l'action est commandée par quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, quelque chose qui, moi, ne me laisse pas du tout froid. D'accord. En tout cas, je tiens à dire que c'est le premier jeu vidéo dans lequel les rouflaquettes du personnage principal bougent avec le vent. Ah bon? J'ai bien observé. C'est les grandes avancées technologiques, les poils et le vent. Oui, mais maintenant, c'est les poils qui bougent. Ce qui est pas mal aussi, on a parlé beaucoup de poils, justement. On a parlé beaucoup des choses comme ça, lui plutôt il en est revenu à la base à avoir un personnage expressif. Parce qu'on voit souvent des personnages comme ça qui restent de glace, qui ne changent jamais. Poilu mais de glace, ici non. Non, là on a un enfant qui s'émerveille de tout, je veux dire, qui est malicieux et qui directement plonge le joueur dans une aventure avec plein de bons sentiments ou de mauvais. Enfin, c'est assez. Je ne sais que dire. Non, mais je vois. Donc c'est le jeu de référence. C'est incontournable. C'est uniquement GameCube ou bien les autres vont pouvoir en profiter?
Uniquement GameCube. C'est un jeu, si on doit parler de cotes, un jeu comme celui-ci, on en voit parfois 1 ou 2 par génération de console, donc c'est vraiment quelque chose d'incontournable et ça, enfin ça... Oui. Voilà. Zelda. Les mots me manquent. Les Zelda, ce sont les de légende de Zelda, de Wind. C'est Wind Waker. Bien. Images maintenant et musique avec un clip signé Dziga Vertov pour les images. Donc ça nous ramène aux années 20. La caméra, film muet, ici avec la musique de Cinematic Orchestra. Caméra, Dziga Vertov 1927, je pense. Oui, on a longuement débattu pendant le clip avec les effets de montage qui sont d'époque, évidemment. Mais oui, c'est absolument incroyable. Après la pub, nous parlerons des sites de communauté, nous parlerons également des gadgets en direct de Akihabara, et puis nous vous présenterons le super contrôleur de Steel Battalion. À tout à l'heure. En attendant le mois de juin. En attendant le mois de juin. À tout de suite. Je suis Responsible Young Driver, parce que la vie est trop belle. L'ADAC présente Romanes, cirque tzigane. Après leur triomphe l'an dernier, les tziganes descendent maintenant au cœur de Bruxelles, place d'Espagne, à côté de la Grand Place. Vivez l'ambiance tzigane du 8 au 25 mai. La RTBF présente Simenon, de l'encre à la lumière. Il était le père de Maigret, il était belge, il s'appelait Georges Simenon. Une tournée de spectacles son et lumière surprenants à travers toute la Wallonie et Bruxelles. Info 04 344 16 18. Le parcours chanté du Botanique avec Émilie Simon, Ceux qui marchent debout, Cosmo Vitelli et les clones, Mickey 3D, Vincent Delerme, Malia, mais aussi le concert Sacré
11 mai au Cirque Royal avec Geronimo, Yel, Vincent Venet et le meilleur de la nouvelle génération. Info 02 218 37 32 ou botanique.be. Deuxième partie de Cybercafé 2.0 avec tout d'abord une actu. Flash Live. Voilà, si vous êtes un peu flasheur. Une actu, donc si vous êtes passionné de Flash, eh bien il y a une assemblée de créateurs Flash qui s'appelle Flash Live, qui pendant 24 heures vont créer en fait une créature et l'animer. Le principe, c'est que vous allez créer votre créature et puis on vous dira, à un moment donné, on vous dira ce que vous devez arriver à faire à votre créature dans votre animation Flash. C'est le principe du concours, Flash Live, et ça se passe à l'ENIC Télécom, à Lille donc. Voilà, donc à Lille, de l'autre côté de la frontière. Vous pouvez encore vous inscrire à l'heure d'aujourd'hui parce que ça aura lieu les 16 et 17 mai 2003, donc c'est tout bientôt. Et bien, si vous êtes le gagnant, vous aurez l'occasion de passer dans l'émission Cybercafé le 20 mai pour présenter votre création. Voilà. Tout est bien sûr. Et c'est ouvert aux professionnels, aux étudiants, aux graphistes, aux programmeurs, aux passionnés. Je sais pas comment ils vont faire pour départager. Enfin, c'est un peu l'idée que le flash c'est facile. Donc, comment ils vont faire pour départager les amateurs des professionnels? Je ne sais pas. On verra. Bien. Nous accueillons Dominique Gagny. Bonsoir Dominique. Eh bien, bonsoir Xavier. Sur un sujet d'actualité, c'est vrai qu'on a vu tout d'un coup des pubs avec des communautés. Et en fait, le phénomène des communautés est un phénomène très ancien déjà sur le web. Et à titre d'exemple, tout le monde connaît MSN, le fameux portail de la firme que nous ne citerons pas. Eh bien, MSN.be, par exemple, a 46 554 communautés différentes. Ah bon? Alors, une communauté, c'est bien un rassemblement de gens qui passent leur temps à échanger des informations, à chatter. Rien que sur MSN Belgique, il y en a 46 554. Et je me suis un peu intéressé à ce genre de chiffres. 784 000 utilisateurs sont enregistrés dans ces communautés-là. La plus importante, c'est la catégorie People. Alors, dans People, il y a des catégories Teens, il y a des seniors. Mais évidemment, on se doutait bien que les communautés de rencontres étaient les plus actives dans ce domaine-là. Et pour vous donner une idée, rien que sur le thème relations personnelles, il y a 10 300 groupes. Sur le thème romantique, il y en a 13 987. Et enfin, pour tout ce qui est âge, donc les ados qui parlent aux ados, les seniors qui parlent aux seniors, il y a 14 796 groupes différents. Et alors, pour donner un dernier chiffre, je crois, la communauté Amour et Amitié de MSN regroupe à elle toute seule 21 000 membres. D'accord. En Belgique? En Belgique. Bah oui, membres belges. Donc on parle bien de ce qui est People. Le deuxième thème très apprécié, c'est tout ce qui est entertainment, musique, livres, musique, TV, radio, puis lifestyle. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un peu différent. Ce sont ce principe de la communauté virtuelle qui est utilisé comme outil marketing. Et je crois que ça va vous intéresser. Pour renforcer ses liens avec sa clientèle jeune, la banque ING a fait appel, fin de l'année passée, à la boîte de communication Tagora.com. L'idée proposée était de créer un site internet où une communauté de clients pouvait se retrouver à l'intérieur d'une ville virtuelle. Futurisland, c'est un monde virtuel où on peut communiquer avec les autres. Donc c'est bilingue, néerlandophone, francophone. Donc on peut apprendre les langues en fait. Quand on s'inscrit, on a un petit avatar, un petit personnage, représentation de soi-même, qui vit sa vie dans Futurisland. On se balade dans Futurisland et on rencontre des autres avatars et on commence à communiquer. On nous dit voilà, ça va, tu as quel âge, tu viens d'où, tu fais quoi, tout ça. Il y a un lien bien sûr avec une approche un peu plus commerciale puisque ING est une banque et a pour mission première de vendre des services et des produits financiers. Et donc, dans la ville en question, il y a une banque virtuelle, la banque ING de Futurisland, où le jeune peut gérer ses futuros, donc son argent et sa monnaie virtuelle. Pour le moment, on peut gagner de l'argent par participer au forum, par nous donner des liens sur des sujets intéressants sur Futurisland. Dans le futur, on va demander de payer de loyer pour leur studio, de donner d'intérêt sur leur compte d'épargne, tout ça. Donc on peut vraiment apprendre à gérer son argent sur Futurisland, mais c'est virtuel. On peut participer aux concours, des concours différents sur les différents sujets de Futurisland, c'est-à-dire surtout gaming, donc PlayStation, GameCube, Xbox, bande dessinée, cinéma. On va essayer de faire un zoo virtuel, des choses comme ça.
on est parti du constat que les clients futuristes représentent aussi une communauté, mais qui évidemment est offline. Créer une communauté virtuelle sur Internet, donner la possibilité de les faire se rencontrer, de les faire communiquer entre eux et de créer à ce moment-là des liens entre une communauté de clients. Les clients futuristes, à ce moment-là, peuvent partager des valeurs qui leur sont communes et on crée à ce moment-là une cohérence, une sorte d'émulation autour de la marque futuriste. Autre société dans la course des communautés en ligne, Coca-Cola. Renforcer les liens avec ses clients sont également les maîtres mots pour l'entreprise américaine. On pense qu'une communauté, c'est vraiment très important dans la vie d'aujourd'hui. Et avec Coca-Cola, vraiment, ce qui est important, c'est de créer une relation profonde avec eux, que les gens se sentent bien. Donc ça, c'était vraiment le premier objectif pour nous, de pouvoir leur offrir, même sur le net, où on n'est pas vraiment présent, cette atmosphère de connexion, de relation, de chaleur. C'était le premier objectif. D'abord, ce qui est assez chouette, c'est qu'on peut se relooker. Donc c'est vraiment, on peut vraiment créer sa propre identité, son propre style, ses propres attitudes. On peut vivre avec ses amis, on peut être en contact avec ses amis. On peut organiser des soirées où on invite soit des autres Vigo, soit de ses amis. On peut écouter de la musique, on peut jouer. Il y a toute une série de jeux, de concours. Voilà, donc c'est vraiment un peu les hobbies et le mode de vie de tous les jeunes. Et voilà. Et alors il y a aussi ce qu'on appelle le Messenger, c'est-à-dire qu'on permet vraiment aux jeunes, via notre site et même en dehors de notre site, de chatter, d'échanger, de parler. Les communautés en ligne sont avant tout un nouveau moyen pour les entreprises de fidéliser le futur jeune consommateur. On a l'impression là d'avoir vraiment créé la communauté de consommateurs sur le net, donc notre but c'est vraiment de continuer et de suivre ça pas à pas pour faire en sorte que ce soit un succès. Voilà Dominique, alors une question, est-ce que ça coûte moins cher de faire un site de communauté comme celui-là que de faire une campagne de pub classique, un spot télé, des pages de pub dans les magazines? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mais à coup sûr, c'est un moyen pour les marques de se réapproprier les internautes. Les internautes, je crois, ont besoin de nouvelles sensations, de nouvelles rencontres. Le succès des communautés sur MSN, il y a un besoin d'utiliser l'Internet comme moyen de communication. Et donc, je crois que les agences qui ont conçu ça, parce qu'il y a aussi un gros travail des agences derrière tout ce qu'on voit ici, préfèrent offrir aux internautes des outils qui leur permettent de se réapproprier l'Internet. Je crois que ça, c'est une grande règle. Ce qui est peut-être aussi un peu bizarre dans ce qu'on a vu, en tout cas, c'est que c'est un peu enfantin, infantile, on va dire. Est-ce que si tu as 25 ans, tu es ton premier job, tu as déjà un forum, ça marche quand même. Il n'y a pas de forum, je veux dire, de news ou des forums une petite précision, contenu. Peut-être vous avez une petite précision. Futurisland, la cible c'est 11-17. Ah, c'est 11-17, d'accord. 11-17, okay. Donc aussi une petite précaution, peut-être une petite précision que je peux apporter, c'est il y a 2 webmasters temps plein qui surveillent tout ce qui se dit sur Futurisland. Donc un francophone, un néerlandophone, rien n'est mis en ligne sans qu'il y ait un contrôle de l'agence de communication. Ouais, donc, c'est des produits assez sophistiqués. Et je crois que pour Coca-Cola, il y a aussi une dit à l'agence Imakina. Donc c'est pour les préadolescents en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et puis, juste un petit mot sur le fait que c'est carrément logique, de la même manière que les grandes marques de bière ouvrent des cafés, ou aident à l'ouverture de cafés, ou sont présentes là où les gens vont se rassembler et faire la fête dans la vie réelle. Bien sur l'Internet, c'est un petit peu la même chose. Ouais, c'est d'offrir des opportunités, d'être entre les endroits, enfin dans les endroits, présents dans les endroits où les gens se rencontrent. Voilà. Okay. C'est la même chose que dans la vie finalement. Comme on ne peut pas aller au café avant 16 ans. Autant aller se voir. Les gamins, ils se rencontrent sur l'Internet. Voilà. D'accord. Merci. On passait à la gadgetomanie de Brice. Oui, Xavier, tu n'es pas seul. Je suis malade, je me soigne, mais j'ai trouvé... oui, c'est vrai. Mais j'ai trouvé plus malade que moi un jeune homme belge. On le sait car on a vu sa photo, on ne connaît ni son nom, ni rien d'autre que cela. Il s'appelle le cochon de l'espace. Et il met à jour un site qui s'appelle... Akihabara News, voilà, ouais. Akiba@sorobangeeks.com, où il nous retransmet en direct au
nouveautés dans le monde des gadgets électroniques qui sortent au Japon. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que nous sommes un pays complètement arriéré. Je veux dire, quand vous partez en vacances en Afrique et que vous êtes en pleine jungle, vous dites tiens mais vous n'avez même pas de GSM, GPRS ici, ils doivent se dire mais ils sont fous ces gens. Eh ben je pense que les Japonais doivent avoir la même impression lorsqu'ils viennent en Belgique, où nous n'avons par exemple pas le e-book mangeur de cartes SD de Panasonic. Très pratique Xavier. Pour lire les mangas, les mangas dans le métro, sur une petite carte mémoire à peu près grande comme un timbre-poste, et que tu les lis puis tu les jettes, c'est pas quelque chose que tu vas garder, etc. Bon. Nous n'avons pas non plus de caméras de toutes les couleurs qui gravent sur des DVD. Enfin, ça va venir, ça bientôt. Mais alors, ce que nous n'avons certainement pas, c'est une télévision portable Wi-Fi qui permet de regarder la télévision dans ton bain, car elle est masterproof. Et oui, Casio a lancé ça, donc t'imagines la télé Wi-Fi, donc une onde numérique qui permet de regarder tes DVD ou tes DivX dans ta baignoire. Ça, c'est pas mal. Alors, un autre Claude truc... François avait eu le Wi-Fi. Voilà. Alors, moi, j'ai acheté... J'ai été victime de avec ce lecteur de cartes mémoristique duo, tu vois. Impossible d'en acheter une dans toute la Belgique. J'ai retourné, y compris dans les magasins. Impossible. Attends, ils te vendent un appareil sans les cartes. Eh bien, au Japon, j'ai ici une photo d'un mémoristique pro de SanDisk de 1 GB. Parce que moi, dans les magasins, on m'a dit, on va peut-être avoir le 16 mégas. Ça t'intéressait pas du tout, bien sûr. 16 mégas, vous foutez de ma gueule. Au Japon, ils sont déjà à 1 giga, c'est scandaleux. Alors voilà, si vous voulez savoir que le mémoristique, disons, duo de 64 mégas coûte 55 € au Japon. Et donc, des mégas à 100 €, enfin tu vois. Donc au Japon, tout est plus merveilleux. Alors, je vais m'exider. Alors on va aller voir dans les archives, il y a quand même des trucs encore plus rigolos. Xavier, regarde, ça c'est un truc, ça va vachement te plaire. Ça me fait rire. Voilà, c'est un vêtement pour bébé. C'est un vêtement pour bébé. Ah oui, voilà, oui, voilà, un vêtement pour bébé dont tu peux te servir 6 points. Oui. Bon, allez. C'est indémodable. C'est une blague. Le bébé qui... Ça, c'était un poisson d'avril. C'était un poisson d'avril. Le parquet. Ça n'était qu'un... On va revenir à des choses plus intéressantes. Gilles, croirais-tu que Final Fantasy, les auteurs de Final Fantasy, Xavier, ce jeu culte que nous avons présenté sur Sony, PlayStation, etc., gigantesque, eh bien ils ont fait une version en Java pour jouer sur les téléphones mobiles qui est déjà en vente au Japon. Voilà. Ça c'est pour Gilles. Ça c'est pour Gilles. Voilà. Fan indéfectible de Final Fantasy. Donc Final Fantasy sur ton téléphone mobile. C'est par Square Enix qui sont les maîtres en la matière. Voilà. Alors un autre appareil qui est en train de faire un carton au Japon, qui n'est chez nous, on n'a même pas entendu parler, si ce n'est dans Cybercafé, c'est le Casio E. Eh bien, c'est un téléphone, mais qui comprend en écran de 640 x 480. C'est-à-dire la même résolution qu'un ordinateur, un PC normal de base portable, mais dans ton téléphone, donc une résolution équivalente à un ordinateur. Voilà. T'imagines ça et tout ça dans un téléphone. Alors qu'aujourd'hui, tous ces téléphones ont une résolution inférieure, donc tu pourrais utiliser Excel. Pourquoi est-ce qu'ils gardent ça au Japon? Je pense que c'est un marché. Je pense que c'est un marché test et qu'ils sortent d'abord les choses dans leur quartier avant de les sortir. Logique, quoi, non? C'est peut-être parce que les Japonais sont très amateurs de gadgets et de nouveautés. Ils sont. Moi aussi, je suis amateur de gadgets, je veux bien en acheter. Alors, un truc qui, moi, m'a tué, ça, c'est vraiment la machine. Je dis ça, je le veux maintenant. C'est pas compliqué, je crois que je vais aller jusque là-bas pour le chercher. Écoutez-moi bien, vous connaissez les DVR, donc les enregistreurs, les magnétoscopes sur disque dur. On en a parlé. Voilà, à base de disque dur. Et maintenant, si je vous disais qu'il comporte un disque dur de 320 gigabytes. Non. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que chez nous déjà on dit le top du top c'est 80. Non, on s'enregistre sur un disque dur, ce n'est pas la question. Ah pardon, excuse-moi. Donc là, c'est pouvoir stocker des centaines d'heures d'émissions de télé sur ton disque dur, avec un système qu'on appelle Electronic Programming Guide, EPG, qui sait automatiquement quand les émissions commencent et va les enregistrer pour toi sur base de tes goûts et de tes préférences. Par exemple, tu dis, Dominique, j'aime les news avec des femmes blondes qui les présentent. Eh bien, tu rentres chez toi et il t'a enregistré tout ce qui est passé à la télé automatiquement. C'est génial. Maintenant, imagine la même chose combinée avec un graveur DVD. Ne me demande pas plus ou moins, je ne sais pas. Si, c'est un plus. Avec un graveur, il va stocker tout ce qui te plaît sur le disque dur, 320 Go, il a le temps de voir venir. Et puis toi tu dis, tiens, ça je le garderai bien, un petit clic, ouf, et c'est mis sur la galette. Ça s'appelle, au Japon, comment il s'appelle? Bref. Mais si, c'est le cocoon. C'est le cocoon, oui. C'est le cocoon. C'est le cocoon. Si, c'est le cocoon. Oui, c'est le cocoon. Voilà. Enfin, mais c'est pas avec le graveur DVD. Eh ben nous, on va recevoir le modèle arriéré que eux ont encore au Japon, qui n'a pas le graveur DVD, et ils vont stocker ça chez nous. C'est un scandale. On pourra pas faire les malins. Et un téléphone avec une caméra de 1 mégapixel, Xavier. Non, j'arrête là. Oui, je pense que tes 4 minutes sont...
Non mais attends, avoue que c'est génial. Voilà, ta carte, tu n'as plus de points sur ta carte, c'est fini. Donc l'adresse peut-être elle est sur le site de cybercafé.tv. Très bien. Nous allons maintenant passer à un autre malade de la gadgetomanie. Voilà, donc Steel Battalion, c'est un drôle de pari pour Capcom et la Xbox. En fait, c'est un producteur Atsushi Inaba, japonais, qui s'est mis dans l'idée de construire, avant toute chose, la plus grosse manette de jeu qui soit, avant même d'en savoir à quoi ça allait servir. Donc on a fait la manette. C'était le but, c'est vraiment un rêve de gamer passionné, un rêve de gosse. On se souvient des salles d'arcade et tous ces engins, maintenant ça arrive dans une industrie qui ne se voudrait pas vraiment raisonnable. Le jeu coûte 200 €. Au départ, il devait sortir au mois de mars, le 28 mars, et pour l'instant, la rupture de stock. Donc il y a eu... tellement de gens... Voilà, les réservations sont... Et c'est 200 € sans le contrôleur. Avec le contrôleur. Avec le contrôleur. Ah bon? Avec cet énorme machin, c'est ça, donc c'est le jeu... 200 €, oui. Donc, un peu du mal, moi, encore. Malheureusement, les plus férus d'entre nous devront patienter jusqu'au mois de juin pour un réapprovisionnement des stocks. Donc, qu'est-ce que finalement le principe de Steel Battalion? Donc, c'est le but était de faire une simulation de mecs ou de mechas, donc d'espèces de robots géants typiquement japonais. C'est pas des jeunes gens, hein? Non, des mecs, ce sont des mécaniques. Parce que vous savez ça, vous êtes dans votre trip de jeu, là, mais... Donc ici, c'est des robots fantaisistes. Le contrôleur est à l'image des robots qu'on pilote. C'est quelque chose d'énorme, imposant, très lourd. C'est un peu comme des vrais robots, quoi. Oui, ceux qu'on voit régulièrement au Japon, c'est les mêmes robots, quoi. Oui, on en voit à tous les coins. Ici, c'est vraiment une simulation. Donc, il y a tout un apprentissage à faire autour de ce fameux contrôleur qui est indispensable au jeu. On ne peut pas jouer sans. Donc, comme on peut le voir, il y a une quarantaine de boutons. C'est le rituel de démarrage du jeu est assez amusant. Bien dans un ordre bien précis. Il faut être au point mort puisqu'il y a également un levier de vitesse. Enfin, c'est vraiment une expérience complètement particulière. Donc, dans un premier temps, j'étais complètement déconcerté devant un contrôleur aussi imposant. Il m'a fallu au moins 1 heure en me disant, en commençant à arriver à faire bouger cet imposant robot. Ce n'était pas sans peine, mais bon, à ce prix-là, on se dit que c'est forcément quelque chose d'un peu valable, parce que c'est tellement... On peut l'espérer, en tout cas. C'est à espérer, en tout cas. Donc c'est le premier jeu vidéo que tu dois passer de l'un à l'autre et tout, c'est assez rock'n'roll parce que ça ne ressemble à rien. Il y a toute une série de commandes sur ce contrôleur, un tuner radio pour avoir des conversations avec les autres robots, enfin les autres pilotes de robots plutôt. Il y a également un bouton qui sert à laver le pare-brise. Ça jamais arrive. En cas de crash. Si, en cas de crash. Ou d'explosion frontale. Pour enlever le sang, en fait. Il n'y a pas de sang, c'est uniquement de la fumée, des choses comme ça, puisque c'est vraiment une simulation. Il y a également un extincteur, et quand ça commence un peu à fumer de partout. Et ça clignote. Le démarrage du robot, on voit le BIOS qui se charge, tout ça, donc c'est vraiment... c'est une vraie simulation. C'est incroyable, oui, c'est vraiment une simulation. Donc en plus le rendu est assez... Moi ça m'inquiète quand même un peu de savoir que ces robots risquent d'être pilotés par Windows, si je comprends bien. Je n'ai pas poussé le vis jusqu'à aller voir quel OS tournait dans ce bazar-là. En tout cas, c'est vraiment une simulation. Pour anecdote, donc dans ce jeu, on va créer un personnage qui sera un pilote. On doit me rentrer sa date de naissance, son nom, des choses comme ça un peu sympathiques. Et le jeu est quand même assez... il faut vraiment le prendre en main, il faut quand même pas mal d'heures. Donc dans les missions, c'est aussi assez réaliste. Donc si on a malencontreusement une explosion sur le champ de bataille qui va engendrer la mort ou des choses comme ça, on perd, le jeu efface automatiquement la sauvegarde. Donc c'est pour ça que les développeurs ont prévu un bouton d'éjection. Donc au début on se dit ça va, c'est assez rigolo, il y a un petit... Vraiment pas perdre de vue le bouton, parce que si jamais on meurt dans l'action, c'est terminé. D'accord. Et pour les malins comme moi qui ont essayé de se dire l'action commence un peu de tourner au vinaigre, je vais courageusement éteindre ma console pour fuir l'action, même principe, ça efface automatiquement la sauvegarde. Donc ça veut dire que quand on est sur le champ de bataille, on est réellement en pleine action. Une fois qu'on est éjecté, il finit, on court. Oui, en fait, on a perdu son robot, puisque le robot, ça coûte de l'argent. D'accord. Et tu vas retourner au magasin, repayer 200 € pour...
je retourne dans la base, racheter un nouveau robot. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fou. On a du mal à croire que... C'est déjanté comme idée. Oui, j'ai du mal à croire qu'il y ait autant de réservations, mais pourtant... il marche presque aussi bien que Zelda. Il y a une vraie demande, pas autant. Mais c'est le contrôleur. Oui. C'est pour avoir le contrôleur. Oui, mais pour l'instant, je veux dire, ils vont sortir d'autres jeux qui marcheront sur le contrôleur. Non, pour l'instant, c'est pas impensable, mais je vois mal une simulation de voiture avec tout ça, ou piloter un F-16 avec tout ça, donc je ne pense pas. Mais d'un autre côté, de style Battalion, ce serait pas mal, des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'à part. Et... Voilà, donc 200 €, c'est sorti sur... Ça sortira au mois de juin sur Xbox. Ah, ça sortira au mois de juin. Pour l'instant, il faut encore patienter. D'accord. Merci Gilles. On termine l'émission par notre petite séquence de jeux, de cadeaux en tout genre, et c'est Brice Le Blévenec qui nous fait la démonstration. Alors cette semaine on a des cadeaux exceptionnels. J'enlève le post-it. Donc c'est toujours des cadeaux offerts par Photohall qui cette semaine a c'est une édition spéciale du jeu Primal qu'on avait présenté dans Cybercafé, du jeu Primal de Sony PlayStation 2. Alors il y a plein de trucs dedans. C'est un collector. C'est un collector. Le deuxième et le troisième prix, c'est une édition spéciale et limitée du jeu War of the Monster, aussi pour Sony PlayStation, qu'on avait également présenté. Et alors il y a un poster dedans, etc. Numéroté. Voilà. Complètement rétro. Et alors le quatrième et cinquième prix, c'est le jeu toujours une édition collector. Je suis pas encore au point, je suis désolé. Il me faut encore un peu d'entraînement. Voilà. Et il y aura aussi le sac de Xavier. Le même que Xavier, le sac PlayStation 2, voilà. Et des necklaces, etc., etc. Donc voilà, alors pour participer à ce concours, une seule adresse, cybercafé.tv tout simplement. Il y a un petit concours et il faut un mot de passe, Xavier. La semaine passée, on avait j'en sais rien comme mot de passe. Cette semaine, on va trouver un chouette mot de passe. Je propose que comme mot de passe, on mette... très bien, il y aura plein de fautes d'orthographe. Oui, avec la bonne orthographe. Il suffit d'aller voir sur le site. Bah oui, évidemment. Akihabara, voilà. C'est le mot de passe et vous partez. Au secours. C'est très bien. Gilles s'est perdu dans le poster. À la semaine prochaine, 19h sur la 2. Bonne soirée. Bye bye.